Lacan. On a tous entendu son nom et tout le monde dit que c'est imbitable. Alors qu'en vrai, t'as juste à comprendre 3 lettres RSI, réel, symbolique et imaginaire. Si tu comprends ça, tout le reste va tomber en place. C'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. Lacan articule toute sa théorie autour de 3 registres fondamentaux qui se nouent de manière singulière chez chaque sujet. Comprendre ce triptyque, c'est comprendre l'architecture de base de toute la pensée lacanienne. Le symbolique, c'est tout ce qui met en ordre le langage, les signifiants, les lois. Et là, retiens une phrase, l'inconscient est structuré comme un langage. L'imaginaire, ça, c'est les représentations de soi et du monde. Les images, les sons, l'image du moi. Tout ce qui se passe dans le miroir. Le réel, c'est ce qui reste à la même place, résiste à toute symbolisation et fait trou. C'est lié au corps biologique dans sa matérialité brute. Dans l'inconscient, tu as 2 mécanismes clés à connaître. Le déplacement transfère l'intensité d'une représentation à une autre, c'est une fonction métonymique. La condensation, elle, fusionne plusieurs représentations en une seule. C'est un fonctionnement métaphorique. Et le réel, par définition, se définit par ce qui résiste à toute mise en ordre symbolique. C'est ce qui fait trou là où l'inconscient échoue à tout organiser. La singularité de chaque sujet dépend de la manière dont il noue ces 3 dimensions. Ce nouage peut être plus ou moins stable. Et attention, la normalité, c'est pas un état idéal, c'est la capacité à circuler souplement entre différentes positions. Freud résume ça très bien. Le psychotique sacrifie la réalité au profit de ses désirs et le névrosé sacrifie ses désirs au nom de la réalité. Donc, si on résume le RSI, le réel, c'est ce qui résiste à la symbolisation. C'est ce qui fait trou. C'est le corps biologique. Le symbolique, c'est le langage, les lois, les signifiants, la structure, l'inconscient. Et l'imaginaire, c'est les représentations, les images, le moi et le miroir. Et le nouage singulier, c'est là que réside la subjectivité de chacun. Maintenant, on attaque le stade du miroir. Entre 6 et 18 mois, l'enfant se reconnaît dans l'image que lui renvoie le miroir. C'est une étape décisive. Il s'identifie à une image unifiée de son corps alors qu'il est encore motoriquement immature. Et le langage joue un rôle fondamental, c'est le formateur du jeu qui permet à l'enfant de prendre distance par rapport à son image. L'image spectaculaire permet à l'enfant d'anticiper sa maturité biologique. Quand les 2 images coïncident, l'image inconsciente du corps et l'image dans le miroir, il éprouve une jubilation intense. Si elles ne concordent pas, c'est l'angoisse qui surgit. Ce moment inaugural du narcissisme primaire commande aussi l'agressivité humaine née de la rivalité avec l'image. Et dans les années 60, Lacan étend ce concept à toute la vie quotidienne. Chaque fois que tu regardes dans un miroir, tu vois une image virtuelle qui peut différer de ce que les autres perçoivent. Ce décalage permanent entre image et réalité est une source de troubles pathologiques, notamment dans les troubles de l'image et du corps. On va prendre un exemple. Tu postes une photo de toi sur Instagram et t'attends les réactions. Ce comportement illustre le mécanisme spectaculaire permanent. Tu cherches dans le regard de l'autre une confirmation de l'image que tu as de toi-même. Le moi, c'est toujours constitué dans et par le regard de l'autre et pas seulement à 18 mois. Là, 2 notions de vocabulaire sont à connaître par cœur. Le grand autre, avec un grand A, c'est le lieu du langage, de la loi, de ce qui dépasse le sujet. Le petit autre,
donc avec le petit a, désigne les autres semblables, ces miroirs imaginaires à travers qui tu existes. Et la langue, en un mot, est une langue singulière qui naît de la relation entre le corps de l'enfant et le corps de la mère. Ses intonations, ses chansons, ses noms, et qui forment un stock de signifiants qui reviendront plus tard dans les rêves, les lapsus et les symptômes. Dolto, elle, diverge de Lacan sur ce point. Pour elle, le sujet existe déjà avant le stade du miroir. Elle introduit l'image inconsciente du corps qui se constitue avant l'expérience spéculaire à partir des sensations sensorielles et motrices. Là où Lacan situe l'émergence du sujet au miroir, Dolto voit le miroir comme une cristallisation de ce qui était déjà en germe. Attention, Lacan, c'est le sujet spéculaire, produit du stade du miroir, structuré par le langage. Dolto, c'est le sujet pré-spéculaire, déjà là avant le miroir, constitué par l'image inconsciente du corps. Les deux sont psychanalystes, mais ils ne situent pas l'origine du sujet au même endroit. On passe à la pulsion. La pulsion fait le lien entre le psychique et le somatique. Elle provient de la libido, se distingue de l'instinct qui relève du naturel et du programmé, et elle comporte toujours trois choses. Une source qui est le corps biologique, un but qui est la satisfaction, et un objet, c'est-à-dire ce vers quoi elle se dirige. Alors le truc paradoxal, c'est que la pulsion peut se satisfaire de ne pas être satisfaite. Elle peut aussi se fixer à certains stades. Le désir pour Lacan est toujours désir de l'autre avec un grand A. Il vise pas un objet précis, il cherche à retrouver un objet perdu originairement. L'objet A, c'est précisément ce premier objet perdu d'une totalité originaire. Le sein, les excréments, le phallus, la voix, le regard, qui sera jamais retrouvé. Le sujet est normosé, pris dans un désir qui pourra jamais combler totalement, ce qui le maintient en mouvement permanent. Alors maintenant, les topiques freudiennes. La première topique, entre 1914 et 1915, c'est conscient, préconscient, inconscient. L'inconscient se caractérise par le refoulement et la négation. Il ignore le temps, la mort et la contradiction. Du coup, un désir d'enfance peut ressurgir intact des années plus tard. La deuxième topique, en 1921, c'est moi, ça, sur moi. Le moi doit faire la synthèse entre les exigences du ça et les interdits du surmoi. Et là, le gros morceau, c'est les trois structures cliniques chez Lacan. C'est pas des diagnostics de maladie, c'est des manières d'être au monde, d'organiser son rapport au réel, au symbolique et à l'imaginaire. La structure névrotique fonctionne par refoulement et négation. Le sujet sacrifie ses désirs au nom de la réalité. La structure psychotique, elle, est marquée par la forclusion du nom du père, exclusion de la fonction symbolique de la loi. D'où le désir et les hallucinations. La structure perverse fonctionne par déni et désaveu. Le sujet substitue sa propre loi et traite la relation comme jetable. Et là, attention. La forclusion, c'est pas le refoulement. Le refoulement, c'est un rejet hors de la conscience. La représentation reste, mais elle est inaccessible. La forclusion, c'est une exclusion radicale. La représentation n'est jamais inscrite dans le symbolique. Dans la psychose, il n'y a pas eu de castration symbolique. Du coup, le sujet reste fonctionnel sans véritable séparation avec l'autre.